et messieurs, chers auditeurs, amis, bon après-midi et bienvenue à votre émission Leader, Bien-être et Glamour. Nous sommes rendus à 14 heures passées de 4 minutes seulement. Votre émission Leader, Bien-être et Glamour, c'est tout sur la santé et tout sur la beauté. Aujourd'hui, nous parlerons uniquement santé, particulièrement d'une gangrène, une gangrène qui fait des ravages dans notre nation et dans le monde entier en général. Il s'agit du cancer. Et selon le Comité national de lutte contre cette maladie, basé au ministère de la Santé publique, 14 000 nouveaux malades au Cameroun en 2016, chiffre qui augmente d'ailleurs chaque jour. Et la forme du cancer, les formes les plus répandues des cancers dans notre pays auprès de la jante masculine est le cancer de la prostate qui vient avec un taux de 13,7%, suivi du cancer de foie 11,5%. Chez les femmes, la forme la plus répandue est le cancer du col de l'utérus avec un taux de 23,2%, suivi du cancer du sein avec un taux de 21,3%. Aujourd'hui, donc, nous allons nous accentuer, ou alors nous parlerons uniquement du cancer de l'utérus. Pour y revenir et pour entrer en plein dans le sujet, nous allons d'abord prendre cette pause musicale. You can change any situation Merci Emmanuel pour cette belle ponctuation musicale. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous connecter, vous êtes bel et bien sur la 89.3, la radio de la métamorphose des leaders, et c'est votre émission Leader, Bien-être et Glamour. Comme je vous l'annonçais donc tout à l'heure, nous parlerons uniquement santé ce jour, uniquement santé et sur le col de l'utérus. Je ne suis pas seule dans ce studio, comme vous le savez très bien. De coutume, nous avons un invité ressource. Nous avons là sur le plateau le docteur Germaine Talilo qui va nous accompagner ce soir. Bonsoir Germaine. Bonsoir Odette. Bienvenue à cette émission. Merci de m'avoir invité. Merci. Mesdames et messieurs, juste à titre de rappel, l'émission est interactive. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apporter de vôtres, vous avez des questions à poser, vous allez passer vos SMS au 679 21 22 73 679 21 22 73, alors le 690 28 38 73 690 28 38 73. Alors, Germaine, la journée a été très bien. Continue à être. D'accord, je vous vois toute joviale. Merci. D'accord, aujourd'hui nous parlons cancer. De quoi s'agit-il exactement? Oui, on va parler du cancer du col de l'utérus. Nous allons parler du cancer. Il faudrait d'abord que nous parlions un peu de ce qu'est le col de l'utérus et à quoi ça sert le col de l'utérus. Alors, je dirais que le col de l'utérus, c'est la partie basse de l'utérus, de l'entrée de l'utérus pour parler en termes vulgaires, c'est-à-dire le terminal, la partie terminale du vagin. Alors, il se situe justement en haut du vagin. Il est constitué de cellules normalement saines. Les cellules du col de l'utérus sont des cellules saines. Mais ces cellules sont susceptibles de se transformer en cellules anormales et là devenir pathologiques.
Donc le rôle du col de l'utérus est très très important, en ce sens que le col de l'utérus intervient dans le processus de la fécondation et dans le cycle menstruel. Ainsi, il assure la remontée du spermatozoïde dans le corps de l'utérus, c'est-à-dire du col. Le pénis est dans le vagin. Dès qu'il y a éjaculation, le col se contracte pour permettre au spermatozoïde de rentrer dans l'utérus et pouvoir entraîner une éventuelle fécondation. Donc, comprenez son rôle assez important dans la reproduction. D'accord, c'est cette partie de la femme qui lui permet de féconder. Pas seulement, ça c'est l'une des parties très très importantes dans la fécondation, parce que si le col de l'utérus est malade, naturellement, il n'y aura pas la remontée du sperme, donc il ne pourra pas avoir de fécondation. Donc tout commence par là. On peut dire aussi que le col de l'utérus permet le passage du sang issu de l'écoulement des règles. C'est-à-dire, dès que la dentelle utérine commence à se dégrader, c'est au niveau du col que le sang traverse pour ressortir vers le vagin. Le col de l'utérus aussi prévient certaines infections pendant la grossesse. Ça veut donc dire qu'il protège aussi le bébé, en ce sens que l'organisme sécrète un mucus qui va se faire former en un liquide au niveau du col de l'utérus pour éviter que les microbes qui viennent du vagin puissent migrer à l'intérieur de l'utérus et pouvoir infecter le bébé. On va aussi dire donc que le col de l'utérus permet le passage de l'enfant pendant l'accouchement. Si le col ne se dilate pas, il ne peut pas avoir d'accouchement. Donc, il faut que le col se dilate normalement pour que la femme puisse accoucher vraiment sans problème. Et c'est un peu la cause de plusieurs césariennes. Quand on n'a pas de dilatation complète à un niveau, on est obligé de passer par voie de césarienne pour que la femme puisse accoucher. Donc, ainsi, on a parlé un peu de ce qu'est l'utérus et de son rôle dans l'organisme de la femme. Maintenant, nous allons parler un peu du cancer, comme vous m'avez posé la question. Le cancer de l'utérus. Le cancer du col. Le cancer du col, en général, dans son ensemble, le cancer, c'est ce genre, c'est un type d'affection qui se caractérise par la prolifération anormale et incontrôlée des cellules, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que ce soit le cancer du sein, que ce soit le cancer des yeux, de la tête, de n'importe quel endroit, il se trouve que c'est une prolifération anormale et incontrôlée par l'organisme, bien sûr. Parce que quand la prolifération est contrôlée, le corps peut encore l'évacuer par voie sanguine. Mais quand elle devient incontrôlée, là, ça dépasse les capacités de l'organisme. Mais qu'est-ce qui est cause de cette incontrôlation là? On va y arriver. On parle encore de ce qu'est le cancer. Dans la prolifération incontrôlée, là, alors on parle de tumeur. On parle de tumeur d'abord parce que la tumeur peut être bénigne comme elle peut être maligne. Quand la tumeur est maligne, le développement n'est pas irradié à d'autres organes. C'est-à-dire il y a une multiplication, il y a une prolifération anormale, mais qui ne s'irradie pas. Là, on parle de tumeur bénigne. Là, elle est vraiment localisée. Mais dans le cas des tumeurs malignes, les cellules envahissent les tissus, les organes du voisin. Maintenant, on parle de cancer. Voilà un peu ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. Ça veut dire qu'au niveau des tumeurs bénignes, on ne peut pas encore parler de cancer. Non, on ne peut pas parler de cancer, mais il faut aussi oublier qu'on peut parler de tumeurs bénignes pour arriver à la phase précancéreuse et à la phase cancéreuse. Donc, toute tumeur bénigne est un peu inquiétant. Un peu seulement. Et puis, ça veut dire qu'une personne peut avoir une tumeur bénigne et que cette tumeur ne se développe pas en cancer. Oui, dès qu'elle est découverte assez tôt, dès qu'elle est prise en charge normalement, elle est guérie, la tumeur bénigne. Mais dans le cas des tumeurs malignes, quand elle est découverte à un stade avancé, ou alors à un stade précancéreux, là, c'est déjà une tumeur maligne. Ça devient assez inquiétante.
Donc, quelle que soit la tumeur, il ne faut pas la négliger. Ok. D'accord. De toute façon, moi, je conclus à cette partie que la tumeur bénie, c'est un petit cancer. C'est un début de cancer. S'il faut le dire, si c'est pour faire peur, ça fait peur à beaucoup de gens. Okay, mais pour ne pas que les gens aient peur, disons que quand on a en soi une tumeur, il faut l'évacuer, quelle soit. D'accord. Merci vraiment pour ce conseil. Ok, d'accord. Nous continuons donc. Nous sommes en train de parler du cancer de l'utérus. Quelles sont les causes? Les cancers de l'utérus, les causes du cancer sont variables. On peut avoir une cause liée à une infection par le papillomavirus humain. Le papillomavirus humain, c'est une infection, une IST, c'est-à-dire une infection sexuellement transmissible. Ça se trouve, je crois qu'on retrouve cette infection chez une femme sur deux. Presque, je crois 95-85% des femmes peuvent avoir le papillomavirus. Ça veut dire donc que les 95% également des femmes peuvent être atteintes du cancer du col de l'utérus. Non, c'est pas parce qu'on est porteur du papillomavirus qu'on est susceptible de pouvoir développer un cancer du col. Non, c'est un virus qui reste dans le corps et qui peut et dont l'organisme a des potentialités pour pouvoir évacuer. Après, ça peut faire dans le corps 1 an. Mais ça finit par sortir. Quand le corps ne peut pas l'évacuer, là, il commence à devenir pathologique. Et comment est-ce que le corps l'évacue? Le corps a ses capacités immunitaires. Ah, ok. Je me suis dit qu'il fallait peut-être prendre certains médicaments pour que ce virus soit évacué. Le corps a ses capacités immunitaires de pouvoir évacuer certains microbes. C'est quand l'immunité est débordée que ça devient pathologique. Et là, ils deviennent pathogènes, ces microbes-là. Donc, comme on parlait de cancer, on dit que quand l'infection a déjà fait plus d'une année, ça devient très compliqué. Donc, notons aussi que le papillomavirus est assez vaste. Il y a plusieurs types de papillomavirus. Naturellement, 120 types. Dans les 120 types, il y a le type 14, le type 16 et le type 18 qui sont les plus rencontrés chez les femmes. Ça ne veut pas dire que les 118 autres types ne sont pas pathogènes, mais seulement ils sont rares. Ils sont seulement rares et les plus rencontrés, c'est les types 16 et les types 18. Alors, l'infection là est favorisée par la précocité des rapports sexuels. Donc, vous comprenez que la cause aussi, c'est les rapports sexuels précoces. Ah bon. Nous parlons des jeunes filles qui ont des rapports sexuels à 9 ans, à 10 ans, à 15 ans, sans que le corps soit mature. C'est-à-dire le corps est encore en pleine croissance, en pleine mutation, que la jeune fille commence déjà à entretenir des rapports sexuels. Là, elle est susceptible de développer ce genre d'infection. À partir de 18 ans, quoi. À partir de 18 ans? Oui, à 18 ans, la fille est quand même grande. Les organes de reproduction ont déjà atteint quand même la maturité et sont capables de pouvoir supporter certaines choses, comme la grossesse, par exemple. Mais, moi, j'ai rencontré des enfants de 12 ans en train d'accoucher. Ça, c'est très tôt. C'est très tôt. Donc, il faut déjà le dire que la plus jeune maman a 8 ans. Hein? Oui, c'est pour ça qu'on dit que les rapports sexuels précoces favorisent l'infection par le papillomavirus, qui est la cause du cancer du col de l'utérus. Là, quand on parle des rapports sexuels précoces, on veut aussi dire les partenaires nombreux ou alors un partenaire ayant de nombreux partenaires. Je veux dire quoi? Je suis une femme et j'ai plusieurs partenaires sexuels. Quand j'ai plusieurs partenaires sexuels, alors les dépôts de ces spermatozoïdes, de ces spermes dans mon corps peuvent être la cause d'une infection ou alors peuvent amener des mutations au niveau du col. Puisqu'au préalable, nous avons dit que c'est une cellule naturellement saine qui peut devenir malsaine, qui peut subir des mutations. Ouais. Voilà. Donc, j'ai plusieurs partenaires sexuels. Là, je peux développer un cancer du col. Je peux avoir une infection au papillomavirus par l'un ou par l'autre. Ou alors, moi, je suis fidèle à un partenaire qui, lui, a plusieurs autres partenaires à l'extérieur. Ça, il va porter le papillomavirus, venir me les transmettre. Donc, on dirait ici donc l'infidélité. L'infidélité est l'une des causes
de l'infection par le papillomavirus et la cause du cancer du col de l'utérus. Toutefois, il y a plusieurs facteurs favorisants. Parce que la cause n'est pas toujours le facteur favorisant. Les facteurs favorisants sont des éléments qui peuvent favoriser le développement de l'infection par le papillomavirus ou alors empêcher que le corps puisse avoir des capacités de pouvoir l'évacuer. Et parmi ces facteurs favorisants, nous avons le tabagisme. Les femmes qui fument, ça, en clinique, parmi les femmes qui ont le cancer du col, en majorité, on trouve les femmes qui fument. Mais, docteur, quel impact y a-t-il entre une femme qui fume ou alors une personne qui fume et le cancer du col de l'utérus? La cigarette détruit l'immunité. La cigarette cause la perte de l'immunité. Et là, quand on parle de femmes qui fument, ça dépend du nombre de cigarettes par jour et de la durée du tabagisme. Si tu fumes un bâton par jour, tu ne peux pas avoir un cancer, mais il y a des femmes qui fument des paquets par jour. Voilà. Il y a aussi les femmes... En passant, quand vous parlez de la cigarette, bon, moi, je me dis, à un moment donné, je me suis dit, la cigarette a juste un impact au niveau des poumons. Mais déjà aller jusqu'au niveau de la nicotine est transportée par voie sanguine. C'est vrai que le poumon, c'est l'organe le plus sensible à la nicotine. Je veux dire, il n'y a pas seulement les femmes qui fument, mais même celles qui fument de manière passive, c'est-à-dire, je suis assise avec une dame qui fume et moi, je respire la fumée. Donc, je peux développer un cancer. Si j'ai un mari qui fume beaucoup dans la chambre, par exemple, il fume dans la chambre et que tout le temps la chambre est enfumée, au fur et à mesure que je vais respirer cette cigarette-là, je suis capable de développer un cancer du col. Si jamais je contacte un papillomavirus. Et ces femmes qui utilisent le tabac au niveau du vagin, parce qu'il y en a, est-ce que ça a également un impact? Tout à fait. Puisque ça ne laisse pas le col de l'utérus intact. Donc, c'est un organe, c'est une partie du corps de la femme sur laquelle on doit faire beaucoup d'attention et prendre des précautions pour ne pas la dégrader. Donc, je parlais des facteurs favorisants. Il y a aussi le système immunitaire affaibli, soit par le HIV. Nous savons que c'est une maladie, c'est une pandémie et que ça grandit. On a constaté aussi que plusieurs femmes qui sont atteintes de HIV développent à au moins 45% de cancer du col de l'utérus. Il y a aussi certains médicaments, comme les corticoïdes. Avec les produits de la rue, les gens prennent beaucoup de médicaments à tort et à travers. Il y a un produit que les gens aiment dire, je veux la Dexa. La Dexa. Les gens aiment souvent dire, je veux prendre la Dexa. Sans savoir que c'est un médicament qui joue sur l'immunité. Il y a aussi certaines personnes qui font la chimiothérapie, quelle qu'elle soit, parce que les produits de la chimiothérapie baissent l'immunité et ça fragilise l'organisme. Et une femme qui prend des produits pour soigner un cancer, par exemple, pour avoir un cancer du col. Il y a aussi l'âge, parce que l'âge, à partir de 45-50 ans, les femmes peuvent développer un cancer du col. Et puis, on a aussi dit qu'il y a l'utilisation prolongée des contraceptifs. Ça, je voudrais tirer les oreilles des femmes, des jeunes filles qui, à partir de 14 ans, commencent à se plaire à se vanter, s'il faut le dire, parce qu'elles utilisent les pilules pour éviter de concevoir. D'autres se plaisent parce qu'elles vont dans les hôpitaux pour se faire injecter afin de ne pas concevoir. Notons que l'utilisation prolongée, je veux dire plus de 10 ans, de ces contraceptifs peuvent amener la dame à développer un cancer du col parce que les contraceptifs ont un effet au niveau du col de l'utérus. Ça, il faut le savoir. Donc, je crois que c'est un peu ça
les facteurs qui favorisent et les causes du col de l'utérus. Les causes du col de l'utérus. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, si vous venez donc de nous rejoindre, vous suivez donc l'émission Leader Bien-être et Glamour. Leader Bien-être et Glamour. Aujourd'hui, nous parlons du cancer du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus. Et pour le faire, nous avons sur ce plateau le docteur Germaine Talelo qui a déjà commencé à nous apporter quelques éclaircies. Elle a commencé par nous faire comprendre que le virus, un cancer du col de l'utérus est une maladie qui se développe sur la muqueuse du col de l'utérus, autrement dit sur le tissu qui le découvre plus précisément. Cette maladie prend naissance dans la première couche de la muqueuse qui porte le nom de l'épithélium. Et parlant donc de cause, elle nous fait comprendre que la cause principale du cancer du col de l'utérus est une infection persistante par un virus qui se transmet par voie sexuelle. Ce virus s'appelle papillomavirus. Le papillomavirus. Vous pouvez donc déjà appeler ou alors envoyer les SMS au 679 21 22 97 679 21 22 97 ou au 690 28 38 73 690 28 38 73. Pour poursuivre donc cette émission, docteur, nous allons évoluer avec les signes et les symptômes de cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous faire part déjà des signes et des symptômes de cette maladie? Oui, Odette, les signes et les symptômes sont multiples et ces signes sont variables en fonction de la durée de la maladie. Parce que une femme peut être en train de développer un cancer du col, mais ne pas savoir enfin, il y a des femmes qui négligent leur corps. Donc, ça commence, elles ne s'en rendent pas compte. Et quand ça atteint un stade élevé, qu'elles se lèvent pour aller voir le gynéco. Donc, parmi les signes, on a les douleurs pendant les rapports sexuels. C'est-à-dire une dame qui en plein coït avec son ami, avec son mari, commence à avoir des douleurs. Parfois, c'est parce que le pénis a touché et allé jusqu'au niveau du col. Et puis, comme il y a déjà des cellules anormales qui ont proliféré sur le col, donc les contacts là créent des douleurs. Non seulement ça, on peut avoir déjà un cancer, une tumeur qui commence à se répandre. Alors, lors du coït, il y a des frottements, ça crée des douleurs. On peut aussi avoir des écoulements vaginaux d'aspect séreux, comme des séreux, c'est-à-dire des sérosités qui coulent comme des liquides. Ça peut être comme un liquide sanguinolent, un liquide clair, comme un liquide purulent. Bref, c'est une sérosité. Ça peut être clair, ça peut être nauséabond. Ça dépend de comment est le corps de la femme. Donc, on peut avoir des saignements après un examen pelvien ou alors une douche vaginale. La douche vaginale, c'est quoi? C'est-à-dire des femmes qui, pendant la toilette, envoient leur doigt dans le vagin. Je ne sais pas ce qu'elles vont chercher dans le vagin, mais beaucoup de femmes font ça. Elles envoient leur doigt. Et puis, dès que le doigt revient, elles se voient comment le sang aussi revient. Ça, c'est ça, les saignements après une douche vaginale. On peut aussi avoir des saignements après un examen pelvien, c'est-à-dire quoi? Tu vas chez le gynécologue et dès que le gynéco, dès qu'il veut faire un toucher ou alors dès qu'il passe un spéculum pour pouvoir inspecter le col, ça commence à saigner parce que le col est déjà malade. On a aussi des pertes abondantes. Ça devrait être un signe avant-coureur, un signe d'alarme pour toutes les femmes. Parce que naturellement, une femme en santé n'a pas de pertes abondantes. Mais quand elle commence à avoir des pertes abondantes, elle devrait courir vite, se faire examiner. On peut aussi avoir des saignements abondants, c'est-à-dire habituellement quand on saigne, on ne saigne pas abondamment pendant les règles. Mais quand on constate que les saignements deviennent plus abondants que d'habitude, ça doit attirer l'attention. Tout à fait. Ou alors, on a des saignements entre les règles. C'est-à-dire, pendant si on a saigné aujourd'hui, et qu'on devrait saigner par exemple le 29 du mois prochain, entre aujourd'hui et le 29,
on commence à avoir des petits saignements au cours des règles, au cours d'un cycle. C'est les saignements entre les règles. Maintenant, au fur et à mesure que la maladie grandit, on peut avoir des anémies. Parce que le saignement, bien sûr, ça cause des anémies, constipation, des douleurs pelviennes, parce que c'est une tumeur. Je vous ai expliqué un peu où est localisé le col de l'utérus. Donc, c'est dans le pelvis, la partie basse de l'abdomen. Donc, on a des douleurs pelviennes qui peuvent s'irradier même dans le dos. Ça, c'est ces douleurs-là. On peut aussi avoir des fuites d'urine, là, ou alors les urines dans le sang. Tous ces signes que je numère là sont variables par rapport à la durée de la maladie. Voilà. On peut aussi avoir des menstruations inhabituellement longues, c'est-à-dire non seulement c'est abondant, c'est long. Parfois on saigne 4 jours, on commence à saigner 1 semaine, on commence à saigner 2 semaines. Ça devrait nous amener à voir le gynéco. Et en plus, on peut avoir des pertes de poids, des anorexies, et des sangs même dans les selles. Parce que les femmes, avec la crise actuelle, les femmes sont malades et elles cherchent des mesures d'accompagnement pour pouvoir abaisser, pour calmer les douleurs. Mais elles oublient que plus on perd le temps, plus la maladie prend de l'ampleur. Tout à fait. Donc voilà un peu les signes et les symptômes du cancer du col de l'utérus. Oh, merci, docteur. Vous venez donc là de nous donner les signes du cancer de l'utérus. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur votre émission Leader Bien-être et Glamour. Nous parlons du cancer du col de l'utérus. Si vous constatez donc des anomalies au niveau, n'est-ce pas, de votre vagin, des douleurs bizarres, des pertes abondantes, des douleurs lors des rapports sexuels. Des saignements anormaux surtout. Voilà, et des saignements vraiment anormaux. Consultez très vite le médecin. Consultez très vite le médecin parce que cela peut être là quelques signes du cancer du col de l'utérus. Pour continuer, donc, nous allons prendre cette pause musicale, question de prendre une bouffée d'oxygène. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Merci, merci Emmanuel pour ce petit divertissement. Nous allons continuer, docteur, avec le diagnostic du cancer de l'utérus. Comment est-ce qu'on peut le détecter? Comment le diagnostiquer? Oui, le diagnostic du cancer de l'utérus commence d'abord par le dépistage du papillomavirus humain. Ça, c'est le premier signe avant-coureur du cancer du col de l'utérus. Dès qu'on a découvert chez un individu, tout à l'heure j'ai signalé que les femmes sont porteurs de ça. On peut être porteur de ça, du papillomavirus humain, sans toutefois avoir des anomalies au niveau du col. Là, on peut trouver des mesures pour l'éradiquer, ou alors l'organisme, par des mesures, par avoir immunitaire, par la faute d'immunité, fait tout pour éradiquer ce virus. Alors, quand on a découvert ce virus dans la femme, il continue par le frottis cervical utérin. Ce frottus, on frotte le col de l'utérus, on prélève des cellules pour aller faire analyser. Ça, c'est vraiment le domaine vraiment qui relève des compétences du gynécologue ou alors du laborantin. Il faut vraiment analyser les cellules du col quand on a déjà découvert le papillomavirus humain. Là, maintenant, on peut faire le frottis. Très souvent même, on peut ne pas faire la découverte du dépistage du papillomavirus humain, mais avec les signes qu'on a parlé tout à l'heure là, parfois le malade va en clinique quand on a déjà les saignements, qu'on a déjà les anémies. Parfois, dès que le gynécologue pose son spéculum pour essayer de voir le col, c'est carrément édémacié. Il y a des amas de cellules anormales. Voilà, il est obligé de passer directement au frottis cervical sans toutefois chercher
à savoir s'il existe dans le corps de la femme le papillomavirus humain ou pas. En dehors du frottis cervical utérin, il peut aussi faire la colposcopie. La colposcopie, c'est-à-dire on utilise un bâtonnet, un colorant. Alors, on dépose le colorant et on visualise l'état du col pour pouvoir rechercher vraiment s'il y a l'anomalie. Très souvent, c'est après cette colposcopie qu'on procède maintenant au frottis cervical utérin. Ça dépend des compétences, ça dépend de la capacité du centre où on va se faire consulter. En dehors de ça, il y a la biopsie. Donc, c'est la biopsie qui nous permet de savoir la qualité du tissu qu'on aura visualisé ou alors qu'on aura prélevé sur le col. La biopsie, on enlève une partie du col qu'on envoie en laboratoire pour pouvoir confirmer si cette cellule qu'on a prélevée sur le col sont des cellules bénignes ou alors des cellules malignes. C'est après la biopsie donc qu'on a la confirmation d'un cancer du col utérin. Okay. Merci pour ces éclaircies. Avant d'avancer, je voudrais poser une question. Est-ce que nous avons parlé tout à l'heure des enfants qui sont exposés au cancer à cause, n'est-ce pas, de la précocité des rapports sexuels. Bon, la question que je voudrais poser, parce qu'à un moment donné, on s'est dit le cancer du col de l'utérus atteint le plus généralement les femmes à partir de 40-45 ans en montant. Ces enfants sont vraiment exposés au cancer? Oui, parce que... que... un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans, elle commence avant à 20 voir, ans. Elle commence à avoir les activités sexuelles à l'âge de 10 ans. 10 ans, 11 ans. Imaginez-vous une jeune fille qui commence à avoir des rapports sexuels à 10 ans. Elle n'est pas fidèle à un seul partenaire. Ça, on peut se l'avouer. Ça veut dire donc que on peut conclure que les hommes, ce sont les hommes qui sont conducteurs et vice-versa. Vice-versa. Parce que d'une manière ou d'une autre, on peut développer... Voilà, et vice-versa. Je peux avoir mon papillomavirus, je vais infecter un homme qui va infecter une autre femme. Ça fait alors une chaîne qui continue. Alors, et à ça, et puis, on a dit en prélude dans l'émission que le col a été formé de cellules saines. Trop de rapports sexuels vont amener le col de l'utérus à pouvoir se transformer. Oui. Voilà. Trop, à force de contacter ce spermatozoïde, le sperme c'est le sang qui se dépose au niveau du col. Un dépose son sang, l'autre dépose le sien, l'autre dépose le sien. Plusieurs spermes. Parce que si tu ne reçois qu'un seul sperme. Voilà. Bon, et il faudrait aussi que le sperme là que tu reçois, que ce monsieur-là ne soit pas vagabond. Oui, donc c'est un peu complexe. D'accord. Ok, nous allons donc continuer cette fois-ci avec l'évolution de la maladie. Comment est-ce que la maladie évolue? Quand on a déjà été atteint, on a découvert que nous avons ce virus. Comment est-ce que le virus évolue? Comment est-ce que la maladie également prend de l'ampleur? On a dit que le cancer du col de l'utérus prend du temps. L'évolution est très lente. Ça peut évoluer même sur 10 ans. C'est pour ça que je dis, une jeune fille qui a un rapport sexuel précocement peut contacter son papillomavirus à 20 ans. Et c'est à l'âge de 45 ans qu'elle va développer la maladie. Parce qu'on a oublié de vous dire aussi qu'il y a l'accouchement multiple. Dans la multiparité, les femmes qui accouchent très souvent développent les cancers. Parce que l'utérus est toujours en train de travailler. À un niveau, les cellules vont commencer à se multiplier. Donc, à cause du fait qu'elle accouche. Tu vois, une femme a fait 15 enfants. C'est vrai qu'à l'époque, maman accouchait 15, mais elle ne faisait pas de cancer de l'utérus. Mais de nos jours, les femmes utilisent des contraceptifs. Les femmes utilisent beaucoup de choses pour éviter de concevoir, bien que faisant des enfants, faisant plusieurs enfants, elles utilisent quand même des contraceptifs. Tout cela, ça joue au niveau du col. Donc, l'évolution est assez lente. Oui. Parlant vous avez parlé tout à l'heure des accouchements multiples.
est-ce qu'on peut également dire que les rapports sexuels intenses Tout à fait. Ça, favorisent aussi même le dans cancer? un mariage, même si je suis mariée, je ne dois pas avoir trop de rapports sexuels avec mon mari. Ça veut dire donc que les filles de joie, C'est des les gens qui prostituées sont exposées au ils cancer. sont exposés au cancer du col de l'utérus. Donc, même dans un mariage, je peux pas avoir tout de rapports sexuels avec mon mari. C'est vrai que ça fatigue, mais aussi le col de l'utérus prend un coup. Mais il faut savoir, apparemment, un homme doit couramment avoir des rapports sexuels pour éviter le cancer de la prostate. Oui, Apparemment, je c'est crois que le on manque aura des rapports sexuels c'est pas qui le manque, favorise. c'est pas le manque de rapports sexuels qui favorise le cancer de la C'est l'une prostate. des causes. Je crois qu'on aura une émission sur le cancer de la prostate et on pourra épiloguer dessus Parce que là, autant nous qu'on étions en pourra. train de parler des rapports sexuels Voilà. intenses qui favorisent. Oui, parce que vous voulez me dire que en privant mon homme de rapports Il peut sexuels, attraper le cancer il de la peut- prostate. Ben, s'il fait l'amour par semaine 3 fois, il n'est pas privé. Il n'est pas privé. On veut aussi dire, il y a des hommes qui utilisent les femmes comme les chevaux. C'est-à-dire, le matin, rapport sexuel, à midi, rapport sexuel, à 16h, à 15h. Tu peux être sa femme par jour, même 5 fois. C'est trop. Elle n'est pas un cheval. Voilà. C'est trop quand même. Donc, on préconise un rapport, de faire l'amour même par semaine, même 3 fois. Oui, ça donne le temps à la femme de se reposer et de bien servir son homme à la prochaine occasion. Et ça donne le temps au col de se reposer aussi, parce que le col a subi aussi des traumatismes. Vous savez ce que c'est qu'avoir un coït. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en parlant de l'évolution, on a dit que quand le diagnostic est posé à un stade précoce, parce que quand on découvre rapidement une tumeur, alors là, on peut facilement soigner. Quand la tumeur n'a pas encore atteint la phase précancéreuse. Quand elle a encore une tumeur bénigne, on peut encore soigner. Mais quand elle est déjà compliquée, là, ça devient un cancer. Il faut carrément procéder au traitement dont on parlera à la suite de l'émission. Non, c'est pourquoi de temps en temps, vraiment, nous conseillons aux femmes de temps en temps d'aller faire des examens, faire des check-ups. Là, on va déjà rentrer dans la prévention qui est assez vaste. Oui, parce que quand vous parlez de prévention, il faut faire ce qu'on a parlé de préfotis cervico-utérin. Tous les 3 ans. Nous entrons dans la prévention. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon test de papillomavirus humain et c'est avéré négatif, ça c'est déjà bien. Je fais mon fotis cervico-utérin. Ça, s'il est négatif aussi, s'il est bien sur une année, c'est-à-dire 2 fois. Cette fois-ci, je refais ce fotis après 6 mois. Là, je peux continuer à faire les fotis tous les 3 ans pour vérifier l'état de mon col. Là, il serait souhaitable aussi pour les femmes de 6 à 26 ans de se vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Parce qu'on a parlé des rapports sexuels précoces. Donc, il y a quand même un vaccin. Gloire à Dieu. Bon, mais ce vaccin, tant chez les femmes que chez les hommes, doit être fait avant de commencer le rapport sexuel. Donc, après les rapports sexuels, c'est valable, mais il faudrait qu'on ait un test papillomavirus humain négatif. Là, on peut faire le vaccin. Là, maintenant, le papillomavirus, là, on peut aussi le faire chez les hommes de 6 à 26 ans, de 9 à 26 ans, pardon. Là, c'est pour éviter qu'ils puissent propager le papillomavirus à plusieurs femmes. Parfois aussi, ça les amène à éviter les cancers de l'anus et les cancers et certains virus génitaux qui sont imputables au papillomavirus humain. Ça, c'est chez l'homme. On a parlé de la femme, mais il faut noter aussi que ce virus-là aussi, ça crée des problèmes chez la femme aussi bien que chez l'homme.
Donc, Puisque voilà. l'homme, lui, va contracter ailleurs et il peut transmettre aussi à une autre personne. Là, vous savez que maintenant, on parle trop de l'homosexualité. Donc, un homme qui a le papillomavirus et qui s'accouple avec un autre homme, il peut lui transmettre ça. Et puis maintenant, cet homme qui est, entre parenthèses, femme, va développer un cancer de l'anus ou alors il va développer les verrues génitales. Ça, c'est des affections assez douloureuses. Donc, il n'est pas souhaitable pour l'homme de pouvoir contracter un papillomavirus humain. S'il peut faire son vaccin, c'est mieux. Là, c'est la prévention. Ce vaccin concerne tant les hommes que les femmes. Tout à fait. Et le papillomavirus, fait. tout le monde peut l'avoir, que ce soit l'homme, que ce soit Oui, la oui, femme. oui. Aussi, par ailleurs, il faut s'abstenir de trop fumer. Ça, je parle des femmes. Il faut s'abstenir de trop fumer. Des femmes qui fument comme des cheminées. Ou alors, s'abstenir de séjourner aux côtés des femmes qui fument. Donc, c'est un peu ça la prévention du cancer du col de l'utérus. Avant de continuer, docteur, j'ai souvent entendu parler du cancer du vagin. Est-ce que le cancer du vagin et le cancer du col de l'utérus c'est deux choses différentes ou alors c'est une même chose? C'est deux choses différentes en ce sens que les cellules du vagin ne sont pas identiques aux cellules du col de l'utérus. On a dit que le cancer était une multiplication anarchique et incontrôlée des cellules. Il est bien vrai qu'on a parlé de tumeurs malignes, que c'est dans ce genre de tumeurs qui se propagent, qui s'irradient aux cellules de voisinage ou alors aux organes de voisinage. Donc, le cancer du col peut s'irradier au niveau du vagin. Là, ça va faire un cancer un peu, comment je vais dire, cervico-vaginal. D'accord, merci. Nous allons donc continuer avec cette question. Comment est-ce qu'elle fait le choix du traitement? Parce qu'après avoir détecté la maladie, est-ce qu'on peut faire un choix au niveau du traitement? Le traitement est multiple et dépend du thérapeute. Il consiste d'abord en la chimiothérapie ou à la radiothérapie ou alors en la chirurgie. Mais la décision du traitement est prise par un oncologue, c'est-à-dire un médecin spécialiste de cancer. Et cette décision est fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille de la tumeur. Si la tumeur est petite, il peut choisir de faire une chimiothérapie. Il y a déjà des gens qui retiennent que c'est une maladie qui peut se traiter, c'est un cancer. Comme on a dit tout à l'heure, dès qu'il est découvert précocement, on peut le traiter. Il peut passer de la phase tumorale bénigne à la phase précancéreuse et à la phase cancéreuse proprement dite. Donc, si elle est à la phase tumorale bénigne, on peut traiter. Si elle est à la phase précancéreuse, là maintenant, ça dépend de l'appréciation de l'oncologue. Parce que parfois, c'est ça, on parle du stade de la tumeur. On peut avoir une tumeur de stade 1, stade 2, ça dépend de l'oncologue. C'est lui qui peut apprécier. Il y a aussi l'âge du patient. Parce que très souvent, les femmes qui ont le cancer du col, pour éviter que cela puisse s'irradier, ce qu'on appelle les métastases, on fait l'ablation de tout l'utérus. On enlève tout l'utérus. Maintenant, si c'est une dame qui est jeune et qui a besoin de faire des bébés, parce qu'on rencontre des cancers du col de l'utérus chez des femmes de moins de 45 ans, des femmes de 39, 40 ans, qui ont encore envie de faire des bébés. Là, ça devient problématique. Là, maintenant, l'oncologue va apprécier comment est-ce qu'il pourra faire. Maintenant, c'est ça que si elle veut faire des bébés, elle va voir comment faire avec l'oncologue. Et il faut aussi savoir si elle n'a pas une maladie en elle. Comme on a parlé tout à l'heure de HIV, qui était l'un des facteurs favorisants
il faut savoir aussi si elle n'a pas un traitement en cours. Mais pour celles qui ont le HIV, là, est-ce qu'il faut, puisque c'est une maladie qui ne se traite pas, n'est-ce pas, le HIV, Tout à fait. est-ce que là, le traitement du cancer de l'utérus dépendra du traitement du HIV? Là, ça sera dangereux. Ce n'est pas le traitement. Je crois que l'oncologue... Est-ce que dans ces cas, on peut résoudre le problème du cancer du col de l'utérus, bien que le HIV soit le facteur favorisant de ces cancers? Le HIV est un facteur favorisant en ce sens que il crée une immunodépression. D'accord. Maintenant, et en plus, il favorise la multiplication de beaucoup d'autres virus dans l'organisme à cause de l'immunodépression qu'il a générée dans l'organisme. Maintenant, il n'y a pas seulement le HIV, on a parlé tout à l'heure des corticoïdes. La prise des corticoïdes au long cours. Il y a des malades qui sont soumis au traitement par des corticoïdes à vie. Donc maintenant, il revient à l'oncologue de savoir comment orienter la prise en charge selon l'état dans lequel se trouve le patient. Donc tout cela, c'est le travail de l'oncologue. Merci, docteur Germaine, pour ces éclaircies. Mesdames et messieurs, il s'agit là du cancer du col de l'utérus et le docteur Germaine est en train de nous apporter vraiment des éclaircies par rapport à cette gangrène qui mine, n'est-ce pas, la société et qui attaque le plus souvent les femmes. Aujourd'hui, tout le monde est exposé, les femmes sont exposées, les hommes sont également exposés dans ce sens que ces hommes, surtout ceux-là qui ont décidé d'être infidèles, peuvent transporter le virus pour aller donner à d'autres femmes. Donc, restons fidèles, cultivons la fidélité et rencontrons également de temps en temps le médecin pour faire le check-up, question de voir, n'est-ce pas, l'état de notre corps. Nous continuons donc, docteur, pendant et après le traitement, comment êtes-vous pris en charge? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Et comment est-ce qu'elle s'est faite, si oui? Je vous ai parlé des différentes prises en charge, de chimiothérapie, radiothérapie ou alors la chirurgie. La chirurgie, c'est quoi? Ça consiste à enlever tout l'utérus, parce qu'on ne peut pas enlever le col et laisser l'utérus. Donc tout cela, comme je vous ai dit, c'est l'appréciation de l'oncologue. C'est l'oncologue qui peut apprécier comment orienter la prise en charge. D'accord. Docteur, passons aux conséquences de la maladie. Les conséquences de la maladie sont assez fâcheuses. Les maladies, quand elle n'est pas découverte à temps, peut développer ce qu'on appelle les métastases. Les métastases, c'est les radiations, comme on a parlé tout à l'heure, des cellules cancéreuses vers d'autres organes. Ça peut s'irradier. Tout à l'heure, vous parlez du vagin, vers le vagin. Ça peut s'irradier au niveau de l'os, des os, quand c'est créer encore des problèmes à ce niveau. Ça peut s'irradier au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau du cerveau. Là, ça devient très compliqué et la mort s'ensuit de manière inévitable. Donc les conséquences du cancer du col de l'utérus sont assez fâcheuses. Il est vraiment impératif pour toute femme de se faire dépister. Très impératif. Non, on peut dire que ce sont ces métastases. Vous avez dit quoi? Les métastases. Métastases. Voilà. Ces métastases-là, est-ce que ces métastases-là ne peuvent pas créer un problème au niveau du vagin? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, lorsqu'on parle peut-être du cancer du vagin, ce sont les métastases qui, n'est-ce pas, se développent et créent immédiatement quelque chose au niveau du vagin. Déjà que même au stade inaugural de la maladie, le vagin commence à subir un coup. On a parlé des écoulements. On a parlé des dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs pendant le coït, pendant le rapport sexuel. Ça, c'est déjà certaines variations, c'est un problème déjà que subit le vagin. Donc, c'est le premier organe à souffrir après le col.
le vagin commence à souffrir. Même quand le col laisse passer le sang, trop de sang qui sort par le vagin, ça le fait souffrir aussi, ça crée des problèmes. La mauvaise odeur, ça peut créer une infection vaginale. Donc il y a trop de choses qui émanent du cancer du col de l'utérus, trop de problèmes. Mais il serait mieux pour les femmes, je dis bien, de se contrôler à tous les niveaux. Au niveau des rapports sexuels, il ne faut pas être gourmande. Voilà, éviter la gourmandise sexuelle. Parce qu'il y a des femmes qui aiment trop manger. D'accord, docteur, mais il faut avouer que le corps de l'homme est assez compliqué, parce que moi j'ai vu des personnes qui ont fait des check-up, mais moins de 2 mois, hein, je dirais même moins d'1 mois, ont développé des maladies vraiment bizarres, alors que ces personnes venaient de faire le check-up. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a ce qu'on Parce que appelle... vous avez parlé des examens qui doivent se faire après 3 mois, chaque 3 mois. Mais avant 3 mois, j'ai fait un examen aujourd'hui. Avant 3 mois, la venue des autres 3 mois, tu peux développer une autre maladie, alors qu'on venait de te donner l'état de ton corps qui était vraiment normal. Je vais prendre le cas du HIV. Je prends le cas du HIV parce que c'est une pandémie et puis ça fait des ravages dans notre société. Je peux faire un check-up aujourd'hui, je suis séronégatif et après 3 mois, je redeviens séropositif. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. La période d'incubation, c'est le moment où le moment où je contacte le germe, le temps pour le germe de se multiplier dans mon corps, jusqu'à la période où je vais développer les premiers signes de la maladie. Vous voyez? Pendant ce temps, je n'ai pas fait d'examen. Je peux avoir fait l'examen avant le jour où j'ai contacté le germe. Si je fais l'examen le jour où j'ai contacté le germe, il va s'avérer négatif. J'aurai un bon bilan. Maintenant, à partir de ce jour, jusqu'au jour où je vais commencer à développer la maladie, c'est pas la même personne. Voilà, le microbe aura pris le temps de se multiplier, de se reproduire, et mon organisme aura subi des modifications jusqu'à ce que je commence à manifester les signes de la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on demande de se contrôler régulièrement. Ok, merci docteur. Je crois que nous sommes rendus, n'est-ce pas, au terme de cette édition. Je pense que la semaine prochaine, nous allons encore nous retrouver ici pour parler de notre type de cancer. Je prends ma foi le cancer du sein, puisque nous avons commencé avec les femmes. Nous allons d'abord terminer en ce qui concerne les femmes. Prochainement, je pense jeudi prochain, nous parlerons du cancer du sein. Mesdames et messieurs, donc nous sommes rendus à presque 15 heures dans notre studio. C'est la fin de cette émission. Nous retenons donc le cancer de l'utérus, c'est du col de l'utérus. C'est une maladie qui attaque le plus souvent les femmes et c'est un virus qui peut se détruire. Il peut se détruire de par une certaine démarche. Et c'est une maladie également que nous pouvons éviter. Et la plus belle manière de l'éviter, c'est d'aller de temps en temps se faire dépister, faire des examens à l'hôpital. Docteur, est-ce que tu as un dernier mot que tu peux dire, n'est-ce pas, aux auditeurs? Ce que je pourrais dire aux auditeurs en cet après-midi, c'est que je lance un cri à toutes les femmes de 45 ans en montant de très souvent aller se faire dépister, aller faire des frottis. Quand on a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a fait un frottis et qui est bien et dont les résultats sont normaux, on répète ce frottis après 6 mois. Si on a 2 frottis normaux sur une année, là, après 3 ans, on va refaire son frottis. Donc tous les 3 ans, faire son frottis cervico-utérin pour être sûr qu'on est à l'abri de ce fameux cancer du col de l'utérus.
Merci, c'est la fin donc de cette émission en présentation Odette Boyomo. Nous avons eu en studio ici ce soir le docteur Germaine Talelo, à la fonction technique Emmanuel Iloga, Eric Mbopta, supervision générale le révérend docteur Sarah Stéphanie Eyoum et Henri-Yves Eyoum. Restez à l'écoute des programmes de la City of Leaders Radio. Soyez bénis.